Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork et c'est un webinaire un peu spécial parce que c'est pas un format habituel, vous voyez déjà on est nombreux à l'écran et en fait on est réunis pour partager la sortie d'un livre qui s'appelle Burnout, des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter et s'en sortir, qui vient de paraître hier, si je dis pas de bêtises, aux éditions Mardaga. Et j'ai le plaisir de recevoir, alors il n'y a pas tous les co-auteurs et co-autrices, mais vous allez voir, c'est déjà pas mal. Et on va, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est de vous présenter le livre et puis de mettre l'accent sur certains déclencheurs du burn-out. Et chacun de mes invités que je vais vous présenter va justement mettre l'accent sur un point en particulier. Puis on va essayer aussi de répondre à vos questions. Donc on va d'abord échanger entre nous pour vous présenter le livre et les enjeux clés. Et après, n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions parce que ce qu'on aime bien, comme d'habitude, c'est que les webinaires soient le plus interactifs possible. Alors, je vais vous présenter mes invités. Carole Donnet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Vous êtes du coup médecin du travail? C'est ça, je suis médecin du travail dans un grand groupe industriel et je suis également praticien à la PHP, hôpitaux de Paris, à l'Hôtel Dieu en consultation de pathologie professionnelle. Très bien, bienvenue. Bonjour Elodie Buzy. Bonjour. Vous êtes psychologue social, en un mot aussi. Oui, je suis psychologue social, j'interviens dans la prévention des risques psychosociaux depuis maintenant 8 ans et j'ai une petite activité en libéral en tant que thérapeute comportementale et cognitive. Très bien, bienvenue. Anne-Michel, bonjour. Bonjour, je suis psychologue clinicienne et coach. Je travaille à la fois en tant que consultante dans le domaine de la santé psychologique au travail et j'ai une consultation en libéral en tant que psychothérapeute et coach. Très bien, bienvenue. Marjorie-Jeanne, bonjour. Merci. Bonjour, donc je suis Marjorie-Jeanne, je suis psychologue du travail et j'interviens dans le champ de la santé au travail, la prévention des risques psychosociaux depuis maintenant près de 15 ans, à la fois dans l'accompagnement des organisations de travail, mais également dans l'accompagnement individuel de situations de souffrance au travail. Merci, bienvenue aussi. Adrien, est-ce que je te présente ou est-ce que tu le fais? Alors moi, je ne sais pas ce que je fais là. Je pense que je me suis trompé de webinaire. Non, écoute, Adrien Chignard, psychologue du travail et des organisations. Et je suis comme la plupart de mes co-autrices spécialiste des questions de santé et de santé mentale, notamment en situation de travail. Bon, alors comme vous le voyez, vous avez des expertes et un expert avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas vraiment, voilà, à l'issue de nos échanges, de partager, de poser vos questions. Adrien, mais j'ai une première question pour toi. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire sur le burn-out et qu'est-ce qui, du coup, comment vous avez décidé la manière un petit peu de traiter le sujet il manque aussi, on est obligé de le préciser, deux co-autrices, Nolwenn et Jeanne. Comment vous avez décidé d'aborder le sujet? En fait, on s'est rendu compte que depuis la situation de Covid-19, on avait une hausse des taux de fréquence du burn-out. C'est-à-dire qu'on a des situations d'épuisement professionnel qui explosent. Les données de Santé publique France mettent en lumière qu'on a effectivement une détresse psychologique qui est en train, on va dire, d'envahir les quotidiens professionnels de nos compatriotes et de nos concitoyens. Alors, ne nous trompons pas, en fait, la détresse psychologique, c'est pas encore du trouble psychosocial. C'est juste le terreau fertile, Fabienne, pour y faire pousser justement des véritables problématiques de santé mentale au travail. Et il nous a semblé important de prendre un peu la balle au bon sur ces sujets-là, et puis de faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire de prendre des sujets austères et les traiter sans austérité. On a voulu écrire ce bouquin pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui vivent des situations qui sont délicates puissent trouver à la fois des repères, mais puissent aussi s'identifier. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est d'essayer de faire de la vulgarisation exigeante. En gros, tout ce qu'on a fait, c'est evidence-based, c'est-à-dire que c'est centré sur de la littérature scientifique, parce que moi, je tiens à ce qu'on ne raconte pas n'importe quoi. On a des gens en face de nous qui sont potentiellement en situation de détresse, en situation, effectivement, de santé mentale détériorée. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « c'est le destin de chaque naufragé de voir en toute chose une bouée ». Quand tu n'es pas bien, quand tu es vraiment au fond du sac d'un point de vue psychologique, tu crois un peu tout et n'importe quoi. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce qui fera notre honneur, c'est de raconter des histoires simples, c'est de partir en racontant des trajectoires de vie individuelles, des histoires vraies, pour que chacun puisse s'identifier par rapport à tout ça, qu'émotionnellement, ils sachent que d'autres ont traversé ça, ça va normaliser ce que vivent les uns et les autres, et normaliser les émotions, c'est pas n'importe quoi, ça nous laisse imaginer que si on est tombé, c'est pas parce qu'on est faible quelque part, c'est pas parce qu'on sait pas marcher, c'est parce que le plancher en tant que tel, les conditions de travail dans lesquelles on évolue étaient pas top. On s'est dit, on va essayer de raconter simplement
mais pas avec des éléments théoriques, pas avec des mots de plus de 7 lettres. On va raconter des histoires, et de ces histoires, on va essayer de comprendre comment prendre soin de soi, et aussi prendre soin des autres et puis des gens qu'on aime. Très bien, ça donne envie, c'est à la fois incarné, fondé comme d'habitude sur du fond avec des recherches scientifiques, mais en même temps accessible. L'idée alors de cet échange, ça va être avec chacun et chacune de mettre l'accent sur un déclencheur en particulier du burn-out. Alors qui je vais questionner en particulier? Je vais me diriger vers Elodie. Alors, je voulais commencer, on associe souvent le burn-out à la charge de travail, à un trop-plein qui déborderait. Comment savoir si moi, ma charge de travail en cette période, par exemple, de rentrée est trop forte? Comment on peut savoir un petit peu où mettre le curseur pour savoir si, oui, non, là, franchement, ma charge de travail, c'est pas gérable, quoi. Eh ben, déjà, Fabienne, la charge de travail, on va peut-être te demander ce que c'est. Eh bien, c'est une variable curvilinéaire, ce qui veut dire qu'on peut soit en avoir trop ou bien pas assez. Dans les deux cas, ça peut entraîner des conséquences et générer des troubles psychosociaux. Mais juste te dire ça, c'est un peu simple finalement. En réalité, le sujet est un peu plus complexe que ça, car l'évaluation de la charge de travail varie selon les personnes. Par exemple, Adrien et moi, nous n'avons pas la même endurance concernant le travail et nous n'avons pas nécessairement la même perception ni la même façon de vivre cette charge de travail. On va parler de surcharge de travail à partir du moment où, grosso modo, je vais considérer que ma quantité de travail est trop importante au regard des moyens que j'ai à disposition. Ça peut être un manque de temps, de soutien de mon équipe ou de mon manager, peu de marge de manœuvre, bref, tous les moyens dont j'aurai besoin pour absorber le travail qui m'est confié. Donc ça, comment savoir si je travaille trop? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs choses très faciles à voir pour tout le monde. Si en gros, tout ce que je dois faire ne rentre plus dans ma journée et que je suis contrainte de travailler plus, de consacrer davantage de temps au travail, au détriment de ma vie personnelle. Si je reçois tous les jours de la part de mon mari ou de ma femme des « mais t'en es où, tu rentres quand ?» quand je travaille de plus en plus tard, donc, ou que je vais au boulot de plus en plus tôt, voire les deux cumulés. Si je prends l'habitude de me remettre à bosser tard le soir, le week-end et parfois pendant les vacances, que mon mari, ma femme ou mes enfants me disent « mais de toute façon, t'es jamais là et quand t'es là, t'es jamais dispo », c'est toujours pareil avec toi. Si je pense constamment au travail, tout le temps, que j'ai du mal à décrocher, la fameuse charge mentale, le petit vélo dans la tête, dont on entend souvent parler, où on va réfléchir, penser et ressasser alors que c'est pas l'heure, c'est pas le moment et qu'il serait préférable de passer une bonne nuit de sommeil auprès de sa moitié pour recharger ses batteries, plutôt que de penser à la présentation Y qui est dans 15 jours. Si j'ai constamment la sensation de travailler dans le tout de suite, où tout est prioritaire, tout est urgent, si j'ai l'impression de courir après le temps, qu'on me donne des tâches à faire pour hier, que je sens que la situation m'échappe, que je ne sais plus où j'habite, je ne sais même plus comment je m'appelle, tellement j'ai une multitude de choses à gérer et à faire et que je maîtrise finalement plus rien. Si encore j'ai l'intime conviction que les choses pourraient et devraient être réalisées différemment, que j'ai plus en plus de mal à l'accepter en plus et que je me sens contrainte de dégrader mon travail afin de pouvoir faire ce qu'on me demande. C'est moche, c'est pas présentable, mais tant pis, au moins c'est fait et mon manager est content. J'ai rayé une ligne dans ma to-do. Si je deviens de plus en plus irritable et à fleur de peau, au boulot, même à la maison, que j'ai plus de patience et que j'envoie tout le monde balader pour un rien ou que je prends tout mal. Et enfin, si je fais sauter tous mes temps de récupération et si je sens que je m'isole des personnes qui me sont chères et des activités qui me font du bien, où la moindre minute disponible est consacrée en priorité au travail et que j'ai plus d'espace disponible pour le reste, si je prends plus la peine de faire des pauses café, tisane ou cigarettes, si je prends plus le temps d'aller déjeuner avec mes collègues, mes amis, voire que je prends plus le temps de manger tout court ou un truc comme ça vite fait dans mon ordi, si je réduis mon temps de sommeil, déjà d'une qualité médiocre, et si j'ai l'impression de ne plus voir ma famille, mes amis, voire que je décline des invitations, que j'ai abandonné, je ne sais pas, mon footing matinal, ma piscine du midi et mon yoga du soir, bref. Et si, quand par miracle, finalement, je prends la peine de me poser un petit peu, pour une fois, pour enfin me reposer, eh bien, je me sens toujours aussi fatiguée. Eh bien, tout ça, ce sont des signes qui m'indiquent que mon travail a pris trop de place dans ma vie et qu'il est temps d'agir. Comme vous l'aurez compris, finalement, quand on travaille trop, ça se voit et malheureusement, les conséquences aussi. On a moins de temps à consacrer à ce qui nous donne de l'énergie, à nos sources d'épanouissement personnel, ce qui va d'ailleurs, la plupart du temps, faire naître des tensions, voire des conflits avec nos proches. On va pouvoir tout un tas de reproches où d'un côté, on va avoir des choses du style « mais enfin, je fais ce que je peux, j'ai pas le choix, et de toute façon, tu comprends jamais rien. Avec tous les sacrifices que je fais, voilà comment je suis remerciée. » Et de l'autre côté, on va avoir des choses du style « on ne compte plus pour toi, il y en a que pour ton travail, t'es qu'un sale égoïste. » Il y a également des impacts importants sur la santé qui sont très perso et qui varient d'une personne à une autre, bien sûr, avec des conséquences physiques, des migraines, des douleurs dorsales, des soucis digestifs, des problèmes de peau, etc. Des conséquences au niveau psychologique, notamment avec des pathologies du registre de l'anxiété, de la dépression et bien sûr du burn-out, le sujet qui nous concerne aujourd'hui,
et puis des conséquences comportementales avec des répercussions sur l'alimentation où le gras et le sucre vont nous faire des coucous et beaucoup moins les choses saines finalement, et des impacts sur le sommeil, insomnie, difficulté à s'endormir ou encore l'apparition de conduites addictives, quelle qu'elle soit. On le voit, les signes et les impacts sont assez mêlés et le tableau est assez vaste. Si les personnes qui nous regardent ou qui vont avoir le livre en main se sentent concernées, se disent « Oula, ça fait tilt, jusque-là j'étais peut-être dans le déni, mais je me reconnais quand même dans pas mal de choses », quel serait ton premier conseil, vraiment le premier conseil, le premier pas qu'on peut actionner? Alors, je vais commencer d'un point de vue purement organisationnel, ça serait de mettre en place finalement un monitoring de la charge de travail. En gros, avoir un temps dédié, régulier, sanctuarisé et alloué au sujet de la charge de travail avec son manager et pourquoi pas au niveau de l'équipe également. Dans ce cadre-là, la première chose à faire, c'est bien évidemment de ne pas hésiter à s'exprimer sur ces difficultés et alerter l'encadrement pour tenter une régulation, avoir de l'aide sur la priorisation, voire peut-être pouvoir déléguer quand c'est possible. Mais si finalement, malheureusement, ça ne peut pas être mis en place parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute ou pour une raison X ou Y, la priorité sera de prendre doublement soin de soi et de poser ses limites finalement. Ça passe déjà par être à l'écoute de son corps. Et pour ça, le chiffre à retenir, c'est 15 jours. Si mon corps m'envoie des signaux, en gros, les conséquences que j'ai exprimées juste avant, et qui persistent depuis plus de 15 jours, attention, vigilance, il faut lever le pied à ce moment-là. Ça passe aussi par apprendre et savoir dire non. À refuser des demandes quand cela dépasse nos prérogatives, parfois, ou tout simplement quand on n'a pas les ressources nécessaires à disposition. Sans nécessairement argumenter, car c'est le meilleur moyen en fait, de donner la possibilité à notre interlocuteur d'arriver à ses fins. C'est juste en gros, j'entends Michel que tu as besoin de moi sur ce dossier, mais en fait, j'ai plus de disponibilité pour le moment. Et enfin, la dernière chose, c'est consacrer du temps, beaucoup de temps à des moments de récupération et des moments qui nous font du bien pour nous aider à récupérer de l'énergie. C'est hyper important car si on n'a plus de carburant dans le moteur, on ne va pas aller bien loin. En gros, on ne le dira jamais assez, mais la règle d'or, c'est quoi? C'est qu'on peut travailler dur et fort et vraiment être très engagé, mais jamais au détriment de sa santé et de son bien-être. C'est vraiment un message clé. En effet, on peut adorer son métier, y passer du temps, mais sans jamais avoir le curseur qui dépasse pour la santé, qui est beaucoup plus importante que n'importe quel travail. Merci beaucoup, Élodie, parce que ça adresse un premier tableau déjà, je trouve, déjà bien complet. Donc, c'est super intéressant. Anne, je vais me tourner vers vous. L'enfer dans le burn-out, des fois, c'est les autres, non? Il n'y a pas que moi dans cette histoire. Il y a parfois les autres qui me facilitent pas la vie. En quoi mes relations au travail peuvent jouer, peuvent être un déclencheur dans un burn-out? Très intéressant ce que vous dites. L'enfer, c'est les autres. Alors, dans cette citation, certains croient que Sartre voulait dire que les relations avec autrui étaient toujours infernales. Ce n'est pas ça qu'a voulu dire Sartre. Il précise que si les relations avec autrui sont mauvaises ou qu'elles sont corrompues, alors oui, l'autre ne peut être que l'enfer. Bon, au fond, ce qui est le plus important pour nous-mêmes et pour la connaissance que l'on a de nous-mêmes, ce sont les autres. Autrement dit, c'est grâce aux autres que je peux avoir une connaissance et une conscience de qui je suis et donc par extension de comment je vais. Il y a un lien très étroit entre ma propre conscience de moi-même et la présence d'autrui selon Sartre. Alors, sans la présence des autres, nous nous isolons. D'ailleurs, vous savez, c'est ce qui est écrit dans les métros parisiens. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent le métro parisien, mais depuis quelques mois ou peut-être quelques années, on voit qu'il est écrit de temps en temps l'enfer, c'est soi-même coupé des autres. C'est l'abbé Pierre qui a dit ça. En fait, l'isolement social constitue un des risques qui peut induire des troubles psychologiques et qui nous précipite vers l'effondrement psychique. La qualité des relations et le soutien social constituent un des remparts les plus significatifs contre la détresse psychologique. Ils permettent de lutter contre l'anxiété, de s'adapter en situation de stress aigu ou chronique. Le soutien social représente un véritable facteur de récupération. Oui, on l'a beaucoup vu avec le Covid et le confinement. On peut se demander, mais bien sûr, absolument. Et du coup, comme disait Adrien tout à l'heure, on voit que les chiffres, en tout cas sur le burn-out, ont explosé, ont énormément augmenté depuis notamment le confinement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces relations de travail? Et je vais vous donner 2 étapes. La première, vous allez voir, elle n'est pas spécifique aux relations de travail, mais néanmoins, elle est incontournable. Alors, Élodie vient d'en parler, et puis mes collègues en parleront juste après. Mais la première étape, c'est prendre conscience
en cas de stress aigu ou chronique, en cas d'épuisement, de tristesse, de colère, en cas d'angoisse, de démotivation, si vous avez l'impression d'être enfermé dans un système, de ne pas être compris, si vous vous éloignez ou nous nous éloignons des personnes que nous aimons, alors c'est un signe qui n'est ni à ignorer ni à négliger. Il est indispensable dans un premier temps de repérer ce que nous ressentons, identifier ce qui est un facteur de motivation, ce qui nous donne de l'énergie, du plaisir, de l'envie. Et très souvent, ça va passer par la relation aux autres, est très importante. De la même manière que comprendre ce qui engendre du déplaisir, de la démotivation, de la souffrance, c'est également extrêmement important. La première façon de se protéger, c'est de reconnaître nos limites, de discerner nos angoisses, nos vulnérabilités, parce que comme tout être humain, nous disposons d'un seuil de vulnérabilité individuelle. Seul le reconnaître permet d'agir. Sans prise de conscience, nous ne pouvons pas agir. Le reconnaître et en parler avec les autres, ça peut être très difficile parce que nous nous exposons face aux autres. Mais en même temps, c'est courageux et c'est responsable à la fois par rapport à nous-mêmes, mais également par rapport aux autres, par rapport à nos proches, parce que ça nous permet d'agir en conséquence. Alors, je vous dis, agir en conséquence. Concrètement, du coup, cela m'amène, du coup, à me poser la question de comment faire pour agir différemment. Alors, évidemment, pour cela, on peut se poser la question, comment je modifie mes conditions de travail, comment je modifie mon environnement et mes relations pour renforcer ma santé psychologique, notamment au travail. Il y a beaucoup de choses à faire, mais là, je vais bien entendu me restreindre sur les relations avec les autres. Réfléchissez aux personnes que vous aimez, aux personnes qui ont de l'importance pour vous et rapprochez-vous d'elles. Cherchez à vous connecter à vos proches, à ceux qui vous aiment, à ceux que vous aimez, par exemple, les amis ou la famille. Expliquez-leur ce que vous ressentez, ce que vous vivez intérieurement et essayez d'élaborer vos besoins en termes de soutien, ce que vous attendez d'eux pour aller mieux. Alors, quand je vous dis cela, je pense à une personne que j'ai reçue dans mon cabinet qui est venue me voir il y a maintenant quelques mois, qui avait quitté son entreprise sur un coup de tête par épuisement professionnel. Elle n'avait pas retrouvé de poste parce que elle n'en cherchait pas, parce qu'elle se sentait incapable de retravailler et de se confronter de nouveau aux contraintes et aux exigences du monde professionnel. Cela lui paraissait infranchissable. Et cette personne s'était isolée de tout le monde, y compris de son conjoint, parce qu'elle avait cherché à le protéger. Et donc, sa croyance, c'était qu'en ne lui disant rien, elle allait le protéger. Et du coup, le fait que lui ne lui en parle pas allait la protéger. Et donc, du coup, lui ne lui en parlait pas, par pudeur également. Il voyait bien qu'elle restait chez elle, mais comme elle lui disait que ça allait, ne lui en parlait pas. Donc, il y avait une espèce de tabou, en fait, par rapport à ce sujet. Et plus le temps avançait et plus cette personne s'enfonçait dans cette solitude et s'était laissée enfermer dans un isolement émotionnel. Elle ne voyait plus aucune issue. Elle se sentait profondément coupable de s'isoler et cela a renforcé son effondrement psychique. Alors, cette prise de conscience que nous avons eue toutes les deux a été un premier pas qui l'a menée vers un processus, dans un processus de résilience et de récupération. Elle a d'abord pu aborder le sujet avec moi, puis elle a pu l'aborder avec son conjoint, puis avec sa famille, et enfin avec ses amis. Et là, elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle a trouvé un soutien et des marques d'affection auxquelles elle ne s'attendait pas. On le voit, donc les autres sont importants, peuvent être à la fois les relations de qualité, le soutien dont on a besoin. Donc on voit que la crise a possiblement aussi perturbé tous ces liens qu'on peut avoir et peut-être compliquer les choses. Marjorie, je me tourne vers toi. Il y a autre chose qui a compté pendant la crise, on a pu ressentir dans son travail des conflits éthiques et c'est quelque chose, je trouve, dont on parle de plus en plus, notamment chez les jeunes, mais pas que. En quoi ces conflits peuvent nourrir un burn-out ? Alors, déjà, dans ces conflits, on peut retrouver deux choses. Dans ces conflits, on peut retrouver finalement déjà de quelle manière, comment
on fait son travail, c'est-à-dire, par exemple, le respect des process, des procédures, etc., finalement, de choses qui vont être quelque part écrites et partagées dans l'entreprise, avec des conflits qui peuvent être de dire parfois, pour gagner du temps, par simplification, parfois par perte de sens, eh bien, on va être amené finalement à chanter quelques étapes de ces process, de ces procédures qui, pour autant, pour certains, avec d'autres histoires, avec d'autres vécus au sein d'autres entreprises, ne vont pas finalement accorder l'importance de la même manière. Ça peut être le premier point, le point de finalement comment on travaille, qu'est-ce qui est admis dans la profession. Dans ces conflits éthiques, on va pouvoir retrouver quelque chose aussi plus en lien avec l'intime, c'est-à-dire plus individuel, c'est-à-dire la représentation que je vais avoir de mon métier, au moment même où je vais l'avoir choisi. Ça peut être finalement tout ce dont je vais être porteur de par l'éducation que j'ai reçue, de par mes aspirations professionnelles, de par parfois les sacrifices que j'ai pu faire dans le cadre de mes choix professionnels pour arriver finalement au Graal, à la fin de ce fameux diplôme qui me permettra d'exercer dans ce métier qui était tant attendu. Je fais le parallèle avec tous les métiers du soin, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui, par vocation, vont avoir choisi les métiers du soin et puis qui nous disent, mais finalement, moi, j'ai choisi ces métiers-là pour pouvoir échanger, partager avec le patient, être sur du soin physique, mais aussi via la parole, d'avoir quelque chose qui se noue parce que tout ça, c'est interdépendant, le soin au corps, mais aussi finalement le soin au mental. Et de ces professions qui nous disent, mais finalement, maintenant, on est tellement timé par exemple, les toilettes, par le servir les repas, par tout ça, qu'on n'a plus le temps de faire ce travail tel que je l'avais imaginé ou tel que ça peut être partagé aussi dans la profession sur qu'est-ce que la bienveillance, la bientraitance envers ces patients. Et c'est ce qu'on va pouvoir retrouver, qu'on retrouve, alors là l'exemple que je vous ai donné, c'est dans les métiers du soin, mais qu'on peut retrouver aussi dans beaucoup d'autres métiers, ces conflits éthiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui appartient plus particulièrement à l'intime, c'est qu'on a des personnes qui, dans le cadre de ces conflits éthiques, disent mais c'est pas de cette manière dont je m'étais représenté le travail, ou c'est pas de cette manière dont je veux travailler. Et ce noue finalement en soi un conflit assez important qui intervient même parfois même comme un tsunami émotionnel. C'est-à-dire que ça demande un vrai travail à un moment donné d'être en capacité de dire mais finalement cette tension émotionnelle dans laquelle je me situe aujourd'hui, eh ben, elle est liée à tout ça, elle est liée à mon histoire, à ma représentation du métier, à mon éducation, à mes valeurs et qui finalement me mettent en tension parce que je me retrouve dans un métier qui ne me correspond pas. Alors parfois dans un métier qui ne me correspond pas, qui est parfois lié à l'environnement, c'est-à-dire que je travaille dans une entreprise, dans une administration, dans une institution qui n'est pas en lien avec les valeurs qui me sont importantes. Donc parfois, c'est avant tout, je dirais, de l'employeur en quelque sorte dont il est question, mais on a aussi parfois ce travail-là qui mène à un constat qui est de dire mais j'avais une représentation peut-être erronée du métier tel que je m'en étais fait. Et c'est là finalement qu'apparaît une distorsion, c'est là qu'apparaît une tension, c'est là qu'apparaît une souffrance dans ce décalage entre la manière dont je m'imagine mon métier, dont je souhaite exercer exactement mon métier, et puis la réalité de mon métier au quotidien. Et si je ressens ce décalage spontanément, j'ai envie de dire, à part changer d'organisation ou d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels seraient les premiers conseils? Alors, il peut y avoir deux axes. Un axe qui est plutôt lié, je dirais, à l'entreprise, l'institution, qui est plutôt lié à l'employeur. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'employeurs qui ont fait le choix de développer plutôt des métiers de déontologue, par exemple, dans l'entreprise, qui visent justement à sensibiliser entre le fond et la forme, entre ce que je dis et ce que je fais, dans le comment je le dis et sur l'impact finalement, par exemple, dans la bientraitance, la bienveillance managériale, sur l'accompagnement des personnes en prenant en compte, je dirais, cette part d'humanité dans le travail. Donc ça, c'est le premier point qui est plutôt organisationnel. Après, le second point qui est plutôt cette fois-ci individuel, la première chose, c'est déjà la prise de conscience. De qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi, qu'est-ce que je vais pouvoir accepter, qu'est-ce que je vais pouvoir changer
Et qu'est-ce qui, à l'inverse, va constituer, je dirais, mon essence même, va constituer ma personnalité. Et en ça, qu'est-ce que je suis capable de changer dans mon métier actuel? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Et puis, qu'est-ce qui va générer une situation de tension et de souffrance qui sera trop forte et qui ne permettra pas de poursuivre mon activité dans des conditions, je dirais, de santé qui me soient favorables. Et c'est là où on retrouve, je dirais, un sujet qui se démocratise de plus en plus, qui est la question parfois, il y a de ça quelques années, on s'engageait dans un métier qu'on exerçait finalement toute notre vie, et on voit que sur ça, les paradigmes changent de manière assez forte, c'est-à-dire parfois c'est orienté sur un métier de par reproduction sociale, le métier de nos parents, le métier familial, par exemple, ou un métier qui était très bien perçu socialement, et puis finalement en l'exerçant, le fait de dire je suis en perte de sens, ou je fais un travail aujourd'hui qui ne correspond pas, et finalement d'être bien dans le fait d'accepter ça, de dire c'est pas un aveu d'échec, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas un aveu de tout ça, ça a constitué une première partie de carrière, ça m'a apporté certaines choses, et puis peut-être ça m'en a enlevé aussi quelques-unes, et puis de se dire, voilà, je veux aujourd'hui exercer un quotidien qui soit générateur de bien-être, qui fasse que j'exerce le métier que j'aime, et puis qui va m'apporter finalement chaque jour des ressources psychologiques. Merci Marjorie. On va tenter, Carole, de parler de reconnaissance. Je ne sais pas si tu m'entends, Carole. Oui, désolée. Parfait. Mais on va essayer sans la caméra comme ça, et peut-être qu'en effet la connexion restera du coup. La reconnaissance, on a abordé les relations avec les autres, avec Anne. La reconnaissance peut être vraiment source le manque en tout cas de reconnaissance peut être source de mal-être au travail. Quel impact concrètement ça peut avoir au quotidien de manquer de reconnaissance? Déjà, pour commencer, en pratique, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience de médecin du travail, l'expression du manque de reconnaissance, elle est quand même variable selon les individus. Les attentes et les besoins, on va dire, des travailleurs vis-à-vis de la reconnaissance dépendent déjà de leur métier, du code de leur métier. Donc, on ne va pas avoir les mêmes attentes chez un juriste d'entreprise que sur un ouvrier de production, par exemple. Donc, déjà, voilà, on ne va pas développer les mêmes sources de reconnaissance, on va dire, dans ces catégories-là. Ça va aussi dépendre beaucoup du vécu personnel des gens. Ça va aussi dépendre de ce qu'ils ont vécu avant comme expérience professionnelle également, et ça va constituer du coup des attentes. Et puis parfois, ça va aussi dépendre un peu de leur personnalité. Des fois, on a des gens qui sont parfois un peu anxieux, je dirais, et qui ont besoin de beaucoup de marques de reconnaissance, on va dire, pour se sécuriser. En tout cas, la reconnaissance au travail, en tout cas, c'est sûr, ça constitue quand même un élément de soutien et un élément de ressource, en fait, pour faire son travail. Et ça, c'est important pour les gens. Et c'est comme un moteur, en fait, parce que sans reconnaissance, finalement, la motivation et la performance sur le travail fait quand même défaut. C'est aussi en fait un élément de sécurisation, c'est aussi un élément réconfortant vis-à-vis de sa production et vis-à-vis de la qualité de son travail. Ça permet finalement indirectement de se jauger, savoir si on fait bien son travail, savoir si on va dans la bonne direction, savoir si on prend les bonnes décisions, avant même qu'un retour finalement sur la performance soit objectivé, soit par des résultats ou qu'elle soit formalisée par exemple par son manager au moment d'un entretien annuel. C'est un élément qui apporte bien sûr de la satisfaction au travail parce que du coup, sans reconnaissance, en fait, on n'est pas forcément satisfait. Et du coup, comme ça apporte de la satisfaction, ça va apporter aussi de la motivation et de la performance. Donc, du coup, c'est un élément un peu moteur, voilà, je dirais, dans l'activité des gens. C'est pas forcément le premier source de risque qui viennent vous confier en consultation, mais c'est un élément qu'on cherche à voir s'il y a des manques de reconnaissance, parce que ça fait partie d'un facteur, on va dire, qui est ressource, en fait, pour leur activité. Après, comment on peut exprimer la reconnaissance du coup en entreprise? Donc, c'est évidemment un sujet assez vaste. Ce qui me semble quand même important, c'est de préciser, c'est déjà qu'on connaît la personne en tant qu'individu, quoi. Je veux dire, c'est sûr que si tous les matins vous arrivez au travail et que personne vous dit bonjour et que vous passez inaperçu, et ben ça fait partie du coup du sujet de la reconnaissance, savoir que je suis là,
que je fais telle fonction dans l'entreprise, que j'ai une utilité, on va dire, dans la performance de l'ensemble de l'équipe, et ben ça, c'est un premier élément de reconnaissance pour l'individu. Et ça peut être une marque qui peut être donnée par tout à chacun, pas uniquement le manager. On cristallise beaucoup les sujets de reconnaissance quand même sur le management, mais il ne faut pas oublier aussi le collectif de travail. Donc, le collectif de travail est aussi important, on va dire, comme source de reconnaissance. C'est la reconnaissance aussi de l'expertise, en fait, de son expérience, de sa pratique professionnelle. Donc, ça aussi, c'est une source de reconnaissance qui est souvent donnée par le management, mais qui peut être aussi donnée par des clients, par exemple, qui vous donnent une marque de satisfaction parce que, du coup, vous avez bien fait un travail, par exemple. C'est aussi la reconnaissance d'un effort, d'un investissement aussi dans le travail, donc fait effectivement beaucoup par le management. Et c'est aussi la reconnaissance du résultat produit. In fine, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que ce que j'ai produit, c'est bien? Est-ce que du coup, j'ai obtenu mes objectifs? Voilà, ça, c'est une reconnaissance qui est assez objective, mais qui s'accompagne, on va dire, tout au long de l'année. Et je pense que dans la reconnaissance et par rapport au vécu des gens aujourd'hui, c'est vrai que le management de proximité, quand même, joue un rôle extrêmement important de donner régulièrement des marques, on va dire, de satisfaction, de reconnaissance du coup qui soient informelles. Voilà, ce qu'on peut pas faire, on peut pas formaliser tout le temps, mais en tout cas montrer qu'on va dans la bonne direction, montrer qu'on fait bien son travail, montrer qu'on est utile à la société, montrer qu'on est une belle personne. Mais tout ça sont des marques de reconnaissance qui sont importantes en entreprise. Ça compte énormément au quotidien et je partage le témoignage de Laurent qui nous dit qu'il faut avoir des discussions franches et sincères sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et comme tu disais, Carole, les feedbacks au quotidien sont vraiment importants. On n'attend pas l'entretien annuel pour parler de tous ces sujets-là qui sont combien importants au quotidien. Pour finir ce tour des déclencheurs que vous évoquez dans le livre, Adrien, il y en a un qui est aussi particulièrement intéressant sur lequel toi tu vas insister, c'est le sentiment de justice. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Eh ben, avec grand plaisir. En fait, pour faire simple, il y a 4 formes d'injustice en situation de travail. Une première qu'on connaît à peu près tous, c'est l'injustice qu'on va appeler distributive. Si tu veux, c'est ce côté, en fait, la richesse, les primes, les gratifications ne sont pas données sur la base de critères que je comprends véritablement. Aussi curieux que ça puisse paraître, en fait, cette forme d'injustice, elle fait assez peu mal à la santé et assez peu mal à la performance. La deuxième forme d'injustice, là encore, c'est une injustice qu'on a tous vécue dans notre quotidien, c'est l'injustice informationnelle. C'est tu te dis, non mais moi, j'ai jamais les infos, quoi. Tout le monde est au courant avant moi. Moi, je suis la dernière roue du carrosse. Je suis toujours le dernier imbécile qui a les infos. Pourquoi C'est désagréable, mais le désagréable n'est pas le sain. On a une grosse confusion paradigmatique en France entre le côté la QVT, ça devrait être agréable. C'est bullshit. Je veux dire, avoir des pommes ou des bonbons sur la table, alors c'est sympa, mais on peut l'acheter nous-mêmes le week-end. La QVT, c'est fait pour être sain, pas nécessairement pour être agréable en tant que tel. Cette confusion paradigmatique, elle fait qu'on fait du fun au lieu de faire, on va dire, des sujets de profondeur sur lesquels on peut bosser correctement. Troisième sujet, une injustice qu'on va appeler interactionnelle. C'est le fait que si tu veux, tu vas être traité ou tu vas être discriminé, tu vas être différencié, parce que discriminer en sciences humaines, ça veut dire différencier, sur la base de critères qui ne sont pas des critères ne serait-ce que légaux, parce que tu es une femme, parce que tu es musulman, parce que tu es en situation de handicap, parce que, en fait, qu'on te discrimine sur ta compétence, sur tes efforts, sur ce que tu mobilises comme compétence professionnelle, c'est normal. C'est normal que celui qui fait plus, on lui donne plus, ça, il n'y a pas de problème. Mais si en revanche, c'est parce que c'est ta féminité ou ta grossesse qui fait qu'on te met de côté, là, on se rend bien compte qu'il y a une injustice qui est criante. Cette injustice interactionnelle, elle fait bien sûr super mal à la personne, mais elle fait hyper mal, on va dire, à l'équipe de travail, parce que ce sera qui le prochain et sur quels critères. Ça crée un climat d'insécurité psychologique qui est catastrophique pour la performance. Et puis la dernière forme d'injustice à laquelle on ne pense pas souvent, qui pourtant à la fois pour la santé mentale et la performance est catastrophique, c'est l'injustice qu'on appelle procédurale. Pour faire simple, Fabienne, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'idée qu'on prend des décisions qui te concernent sur le contenu de ton taf, sur la base de décisions que tu ne partages pas ou que tu ne comprends pas. On te dit, tu vas être contente, toi qui voulais une mobilité, la semaine prochaine, tu vas bouger à Cherbourg. Pardon ? Enfin, j'ai ma femme et mes enfants en région parisienne, mes enfants sont scolarisés. Enfin, je ne vais pas te dire merci, je n'ai même pas choisi le truc en fait. Je voulais une mobilité, mais là tu décides à ma place sur quelque chose qui a un impact sur moi. Et ça, c'est terrible à vivre pour les uns et pour les autres. Donc, à chaque fois qu'on va dire, on se dit c'est pas normal, je vais éviter les mots grossiers à cette heure-ci, mais à chaque fois qu'on se dit c'est dégoûtant, vous aurez compris le mot
clin d'œil auquel je voulais penser, et ben là, nécessairement, on va faire face à une situation d'injustice au travail. Ce qui est important, c'est de comprendre, si tu veux, que l'injustice est un des plus gros facteurs de démotivation. Et à chaque fois qu'on est frustré de ce qui nous est légitimement dû, Carole en parlait très bien juste avant, ne serait-ce que le respect et la politesse. Carole disait quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance préalable. Pour reconnaître le travail de quelqu'un, il faut s'y être intéressé, lui avoir donné de la considération. S'il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance préalable, ça veut dire qu'effectivement, si on est privé de la politesse, de la reconnaissance, de la considération pour sa charge, de bonnes relations, des conflits éthiques dont nous parlait Marjorie, on va vivre une frustration qui est forte. Ça s'appelle le modèle de Berkowitz en psycho, hein. Frustration, agression. Et donc, on va générer derrière de l'agressivité envers soi, envers ses collègues, envers les objets, hein, je vais mettre un coup de poing dans la porte, ou envers le travail. Et ça s'appelle la grève du zèle / quiet quitting, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je sais que j'ai encore très peu de minutes, donc je vais donner un seul conseil, alors que j'avais envie de vous en parler des heures et des heures, mais sinon Fabienne me tire l'oreille très fort et je tiens à mes oreilles encore. Très méchante, tout le monde le sait. Ça sert un peu les oreilles pour un psy quand même, hein. Il faut croire qu'on écoute un peu, en tout cas on essaye. L'idée, moi, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on vous demande quelque chose qui vous paraît injuste, c'est de faire verbaliser les demandes toxiques. Verbaliser les demandes toxiques, vous savez que la culpabilité, elle vient quand on lève le voile de la toxicité. On se sent jamais coupable quand on fait un truc un peu limite tout seul dans son coin dans le noir. Mais quand quelqu'un allume la lumière, comme un lapin dans les phares de la voiture, là, ça y est, la culpabilité naît. Parce que la culpabilité, elle naît de la coprésence. Elle naît du fait de pouvoir lever le voile sur ces demandes qui sont toxiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelqu'un te demande... En gros, ouais, on s'est mal organisé, mais du coup, ça veut dire que ce soir, c'est toi qui vas rester pour finir l'appel d'offres. Là, il y en a moins jusqu'à 23h. C'est pas de ta faute, tu n'as rien demandé, c'est tes collègues qui sont mal organisés, c'est ton manager qui n'a pas anticipé, et c'est à toi qu'on demande de mettre ta soirée cinéma avec l'homme ou la femme de ta vie en carafe au dernier moment. Bah, ça, tu peux verbaliser ça, tu peux dire, mais attends, je ne comprends pas très bien. Là, ce que tu es en train de me demander, c'est d'annuler ma soirée avec ma femme et mes enfants qui étaient prévue depuis 6 mois parce qu'on ne s'est pas super bien organisé en amont et que tu n'as pas validé ça la semaine prochaine. Est-ce que c'est ça que tu me demandes? Parce que j'ai du mal à saisir. En fait, dans la plupart du temps, le fait de faire verbaliser, d'oraliser les demandes toxiques et les répercussions que ça a sur sa vie perso et sur la qualité du lien qu'on nous unit aux gens qu'on aime, ce que disait Anne était très juste tout à l'heure, ça permet, dans un premier temps, déjà, bien souvent, non, mais c'est pas, non, on va s'organiser différemment, non, t'inquiète pas, on va voir ça différemment. Ça, c'est la première demande. J'avais envie de raconter trop de trucs après, il faut qu'on réponde aux questions. Je m'arrête là. Il y a quelques questions, donc du coup, ça me va si tu t'arrêtes là. Et je te lance sur la première question parce que je sais que c'est quelque chose auquel tu tiens. Il y a Claire qui nous dit, ne faut-il pas grossir tout simplement aussi le temps de détente pour ne pas justement trop se concentrer sur le travail? Et Adrien, tu dis souvent que l'important, c'est pas de travailler moins, mais de remplir aussi toute la vie en dehors du travail? Alors, on pourrait faire 2 heures juste sur cette question. Merci Claire, elle est hyper intéressante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque situation de tension, on devrait faire correspondre une situation de détente dans notre vie. Et en fait, ça ne sert à rien de dire à votre cerveau, faut que j'arrête de bosser le soir, faut que je me déconnecte de mes mails pro. Le cerveau, il a une aversion à la perte pour une raison simple de survie de l'espèce. Dans la nuit des temps, quand tu sortais de ta caverne et que tu voyais du bruit dans les fourrés, c'était rarement Elodie qui voulait t'offrir un mojito. Je dis ça parce qu'Elodie a un goût particulier pour les mojitos. C'était quoi l'idée? C'était un tigre à dents de sable qui voulait te perforer la carotide. Donc, il fallait que tu puisses... On voit un peu moins de tigres à dents de sable, j'avoue, dans les rues de Paris. Mais on voit de l'épuisement, on voit du stress, de la fatigue, des harcèlements, des conflits. En fait, le cerveau, il a une aversion à la perte, c'est-à-dire qu'il va voir avant tout ce qui dysfonctionne. Donc, si tu lui dis, il faut moins se connecter à son smartphone pro, en fait, ton cerveau, il n'entend rien. Mais on peut changer la donne ou changer le paradigme. On peut lui proposer non pas de se connecter moins à sa sphère pro, mais de chercher à se connecter davantage à sa sphère perso. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le bon équilibre des vies, c'est quand les deux sont bien remplis. Oui. Quand il y a le bon équilibre. Elodie, je me tourne vers toi parce qu'il y a une question qui fait écho un peu au tableau que tu nous dressais en début de webinaire. On a Corinne qui nous demande comment aider une personne qu'on identifie comme étant proche du burn-out, alors que ce soit un collègue ou conjointe, en particulier lorsque cette personne a conscience que ça ne va pas, mais qu'elle se trouve beaucoup d'excuses, pas le choix, pas le temps, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un peu le tiers qui voit la scène, mais qui se sent un peu impuissant? C'est un peu délicat, en fait. On sait que par nature, quand les personnes sont dans le déni, en fait, c'est hyper compliqué de le lever. Même nous, professionnels de santé, parfois, on n'y arrive pas. Il faut insister au maximum, montrer les conséquences que ça peut avoir ou que ça a déjà sur la santé, sur l'impact que ça a sur la vie sociale, etc. Et en fait, un peu faire du disque rayé.
voilà, en rabâchant. Essayer quand on connaît bien la personne, c'est essayer d'appuyer un peu sur la corde sensible aussi, hein, j'ai envie de dire. Je sais ce qui est important pour cette personne-là, donc je vais essayer de lui démontrer que finalement le comportement qu'il a aujourd'hui, ça a des conséquences là-dessus. Et parfois, c'est prendre la main de cette personne-là et l'emmener chez le médecin, tout simplement. Oui, de trouver un autre tiers, en effet, compétent et professionnel pour accompagner. Adrien ? Et on essaie de se rappeler aussi qu'on ne fait pas le bien des gens contre leur gré. C'est-à-dire ça, je pense que c'est important et qu'on ne peut pas négliger l'effet du temps. Ce que dit Élodie est très juste, c'est que faire verbaliser les conséquences sur soi. Ok, je vois que ça ne va pas bien, je vois que tu es en difficulté et tout. Quelles conséquences ça va avoir si on continue dans ce champ-là? On essaie de mettre en lumière, on va dire, les conséquences potentielles et de les faire verbaliser par la personne. Mais il arrive que, comme le dit Élodie, ça ne soit pas possible. Parce qu'effectivement, la sortie du déni, la lucidité, c'est le premier pas vers la restauration de sa santé mentale, mais on ne peut pas la braquer, la lucidité, on ne peut pas l'imposer, parce que ce serait une brutalité supplémentaire envers quelqu'un qui n'est pas bien. Et donc, du coup, ce n'est pas négliger l'effet du temps, on fait verbaliser les conséquences potentielles, on oriente vers un médecin, et puis on laisse aussi un petit peu le temps faire son office, on ne laisse pas le temps tout seul, dès lors qu'on a activé ça, et puis on considère qu'on a fait sa part du job. Vous n'êtes pas responsable et nous ne sommes jamais responsables des modes de fonctionnement que celles et ceux qui sont majeurs, bien sûr, et en situation de responsabilité, vont opérer, parce que sinon, on devient ce qu'on appelle les toxic handlers, en fait, les preneurs de la toxicité, et on se fait mal soi-même. J'ai une question très précise pour toi, Adrien, donc ça va aller vite. Les inégalités de charge de travail font-elles partie de l'injustice distributive? Oui, ça peut être reconnu comme tel. Parfait, mais j'adore. J'avais une autre question. Quelqu'un qui a essayé de parler de son mal-être au travail, mais qui n'a pas forcément été bien écouté ou entendu, où on lui disait, en gros, si tu veux partir, il n'y a pas de problème, que c'est elle qui avait des soucis et que c'était pas l'organisation, l'entreprise. Du coup, alors là, qui veut se lancer sur qu'est-ce que je peux faire si j'ai l'impression que j'ai essayé d'exprimer ce qui n'allait pas, mais on ne m'entend pas? Alors, il y a plein de choses. Alors, mesdames, allez-y, je ne veux pas faire du mansplaining comme je le fais habituellement. Ça serait générateur, on va dire, de toxicité relationnelle entre nous et je ne le souhaite pas. C'est quelque chose qu'on voit souvent, en fait. En psychologie, ça s'appelle une erreur fondamentale d'attribution. Une erreur fondamentale d'attribution, c'est considérer que ce qui t'arrive, c'est dû à tes qualités intrinsèques et pas aux conditions environnementales dans lesquelles tu évolues. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en intro, en disant bien souvent sur le burn-out, on oublie que c'est la manifestation individuelle d'une problématique organisationnelle. Et on dit à la personne, non, mais t'es tombé parce que tu sais pas marcher. Non, je suis tombé parce que le sol est pourri. Je sais très bien marcher tout seul, en fait. Ce sont des problématiques, on va dire, organisationnelles et environnementales qui m'ont fait du mal. Comment on peut faire? Là, on a Carole qui est, on va dire, médecin du travail. Moi, je ne peux encourager véritablement à aller solliciter son médecin du travail, à aller lui en parler. Et en fait, bien souvent, on nous pose la question, mais je m'oriente vers qui? On oriente vers qui quelqu'un qui ne va pas bien? Deux choses. Premièrement, on évite de conseiller les gens qui ne vont pas bien. Une personne qui ne va pas bien, elle n'a pas tant besoin d'être conseillée que d'être considérée. Ça, c'est la première des choses, Fabienne. On n'est pas là pour lui dire « fais ci, fais ça, va là, va là ». Et lorsqu'on a considéré sa problématique, comment l'orienter? On nous pose souvent, à nous les psys, c'est qui la bonne personne vers laquelle orienter? Il n'y a pas de bonne personne où, en fait, il y a une bonne caractéristique de personne. C'est quoi la bonne caractéristique de personne vers laquelle orienter? C'est une personne en qui autrui a confiance. Pourquoi je dis ça? Il y a une étude de 2019 qui met en lumière que 80% des gens qui vont chez les psys sont des femmes. Mais ce n'est pas parce que 80% des problématiques de santé mentale sont liées à la féminité. Enfin, je veux dire, ça serait d'une misogynie crasse de penser à ce genre de truc. On s'est posé la question pourquoi les hommes n'y vont pas. Et on a deux réponses, une qui est agréable, l'autre qui est désagréable. La première, c'est que les hommes ont peur de perdre leur virilité s'ils vont demander de l'aide. Ce qui est dingue d'ailleurs, Fabienne, parce qu'on a parlé de lucidité juste avant. Reconnaître son besoin d'aide, c'est de la lucidité. Et la lucidité, elle encapsule toujours plus de courage que de lâcheté. Tiens, c'est quoi la racine latine du mot courage? C'est vir. Donc, les hommes qui ont peur de perdre leur virilité en allant demander de l'aide sont complètement en train de se tromper parce que reconnaître son besoin d'aide, reconnaître la limite qui est la nôtre, c'est faire déjà preuve de courage. Mais peu importe, venons à mon autre dimension. Je vais vite parce que je sais que tu vas me tirer les oreilles si je dépasse trop. Deuxième sujet, c'est que la plupart des points sur lesquels on va avoir des psys, Élodie le disait très bien et fort justement, c'est des problématiques d'anxiété ou des états dépressifs. En gros, t'es pas bien et tu flippes. Comment les hommes soignent ça?
Bah, à Paris, tous les 6 mètres, sans ordonnance, pour moins de 2 euros, tu peux t'acheter une bouteille de vin de mauvaise qualité. Et je peux dire qu'après avoir bu une bouteille entière de vin, tu es beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux, beaucoup moins dépressif. Sauf que ça génère quoi? Des addictions, la rupture des liens sociaux et on va dire une explosion derrière des problèmes de santé mentale. Donc, moi, je tendance à dire, si vous ne vous sentez pas entendu, allez en parler à votre médecin du travail ou allez en parler à toute personne en qui vous avez confiance et qui vous donnera du relais par rapport à ça. Et puis en psychologie, on dit qu'il y a parfois des évitements qui sont nécessaires. C'est la lucidité de reconnaître aussi que vous vivez dans une entreprise qui ne présente pas un bon climat de sécurité psychologique. Pour faire simple, et je te jure Fabienne, je me tais après, un climat de sécurité psychologique, c'est pouvoir dire sa vulnérabilité, pouvoir affirmer sa difficulté sans qu'autrui s'en serve pour te faire culpabiliser. Et une entreprise dans laquelle on a ça, on a l'assurance qu'elle va générer à la fois de la santé mentale, mais aussi de la performance. Parce qu'on ne fait pas de la QVT ou de la prévention des RPS par gentillesse, ça serait de la mièvrerie. On en fait parce que c'est un déterminant de la performance business. Et c'est pour ça qu'on est là, quand on a une entreprise. Et la dernière question, je vais vous lancer un petit challenge en une phrase chacun, un conseil chacun. Comme ça, on fait un petit tour de table pour finir. Et du coup, c'est par rapport au management. Donc, du coup, en tant que manager, comment bien aider mon collaborateur sans être trop intrusif non plus dans sa vie privée? Donc, chacun, est-ce que vous auriez un conseil pour un manager? Allez, en une ou deux phrases chacun, comme ça, on termine presque à l'heure. Qui veut se lancer en premier? Je pense qu'il vaut mieux être le premier, comme ça, vous ne faites pas… c'est plus compliqué d'être en dernier. Bah moi, dans ce cas-là, je vais être le premier. Vous voulez un super conseil pour bien manager? Achetez notre livre. Simple et efficace. Qui veut prendre la parole du coup derrière? Mettre un bon climat psychologique et être à l'écoute de ses collaborateurs. Donc l'écoute, la proximité. Marjorie ou Anne? Oui, je dirais avoir un management, alors différencié, pas au sens inéquitable, mais d'être en capacité, je dirais, de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Je dirais, les managers sont souvent le premier relais pour identifier au sein de son équipe un comportement qui change. Et souvent le premier relais pour pouvoir orienter, en tout cas, la personne vers l'interlocuteur le plus adapté. Anne, il faut juste remettre le micro parce que du coup, il est coupé. Est-ce que tu… Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui, vous entendez? Ouais. Non, il s'est recoupé. Bon, ça va être mystère. Carole? Alors moi, mon conseil pour les managers, ce serait de s'intéresser concrètement à l'activité des gens, se rendre compte que finalement, une petite tâche peut prendre plusieurs heures et qui peut être extrêmement complexe, alors qu'au départ, on pense que c'est assez facile et ça peut se faire en 5 minutes. Et Anne, le mot de la fin? J'ai retrouvé… C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. J'ai retrouvé le son. Alors, si vous voyez qu'un de vos collaborateurs est en difficulté, évoquez le sujet afin d'organiser l'activité différemment. Par exemple, installer des règles de fonctionnement, s'octroyer des moments de pause et s'octroyer collectivement le droit à l'erreur. Parfait, eh bien, super. Je finirai en vous partageant le retour de Frédéric qui nous dit « Vivant, dynamique et inspirant ». Merci vraiment. Donc, je n'aurais pas mieux pour conclure. Donc, merci à tous les 5. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec moi à l'occasion de la sortie de votre livre. Je vais rappeler le titre, c'est « Burnout, des histoires vécues pour le prévenir, l'éviter et s'en sortir » aux éditions Mardaga. Et Nathan, qui vous a accompagné dans le chat pendant ce webinaire, va vous remettre le lien. Et vous recevrez aussi le replay de ce webinaire par mail avec plein de ressources et bien évidemment toutes les références du livre. Je vous fais un merci collectif. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à très bientôt. Merci.